Il y a un an exactement, on vous le disait, 7 grands groupes français avaient participé à la première édition des assises de la data transformation, nommément Air France, le BCG, Groupe BPCE, Engie, Michelin, Orange, Stellantis ou encore Saint-Gobain. Et à l'époque, elles nous avaient expliqué comment elles utilisaient les données comme un tremplin de croissance. Et bien, aujourd'hui, elles reviennent sur notre plateau pour nous dire ce qu'elles sont devenues et pour nous expliquer comment justement ces pionniers continuent à se réinventer chaque jour. Cette table ronde s'intitule tout naturellement Data Pionnier, un an plus tard. Bonjour et merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. À ma gauche, donc Yves Le Gélard, bonjour, vous êtes Chief Digital Officer chez Engie. Bonjour. À côté de vous, Cordula Goudoucha, bonjour et merci d'être avec nous également aujourd'hui. Vous êtes vice-présidente marketing et développement chez Saint-Gobain, c'est un plaisir. À côté de vous, Médéric Chomel, bonjour. Vous êtes vice-président data et AI chez Orange France. Merci infiniment d'être avec nous. Et enfin, Jean-Christophe Lalanne, vous êtes directeur général d'Air France KLM. Merci également. Alors justement, je commence avec vous, Monsieur Lalanne. Depuis l'année dernière, vous semblez confirmer justement cette tendance que l'on évoquait et que l'on évoque aujourd'hui, en tout cas beaucoup, cette accélération de la data transformation avec cette fois-ci une vraie prise de conscience de l'aspect stratégique de la data et la nécessité vraiment de la structurer et de cadrer les outils. Oui, tout à fait. Merci d'abord de cette opportunité. En effet, depuis l'année dernière, prise de conscience que, évidemment, le terrain a de plus en plus besoin de data et veut l'utiliser pour le quotidien, et si possible en temps réel, avec une activité très très rapide, guidée par les données, surtout dans les circonstances actuelles, mais aussi une préoccupation de board. Le board de fin juin 2020 nous a demandé explicitement de 2021, pardon, de suivre l'évolution de ce qu'on faisait dans les données. Et donc, on a décidé de doter le groupe d'une data strategy qu'on a présentée fin 2021 devant le comité exécutif. Et le premier steering sera vendredi matin, avec la volonté de tous les patrons métiers d'y être, des patrons métiers du groupe, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Ils veulent y participer. Et cette data strategy, elle a comme objectif, premièrement, de cadrer les usages en se dotant d'une cartographie d'une quinzaine de grands use cases qui donnent lieu à peu près 200 initiatives. Certaines sont un petit peu de la prospective, d'autres sont déjà opérationnelles et qui visent vraiment à produire des résultats. Et on allouera le budget en fonction de cette cartographie. On ne laisse plus les choses vagabonder, si je puis dire, ou être un peu dans l'innovation permanente. On essaye vraiment de cibler quelques objectifs. Par exemple, la performance de la flotte. Par exemple, la performance du réseau. Par exemple, ça a été cité tout à l'heure, les indicateurs en termes environnementaux. Donc c'est le premier grand volet de cette data stratégie, le portefeuille des use cases. Le deuxième volet, c'est la gouvernance des données. S'aligner globalement sur tous les métiers Air France, KLM, verticaux, horizontaux, définir les métiers de data owner, data officer, data steward, créer des data sponsors et s'assurer de la qualité des données, de la disponibilité des données, du respect des régulations et des compliance, et le faire d'une façon homogène au niveau du groupe, et surtout valoriser ces métiers. Ce qui était très important pour nous, c'est donner maintenant le sentiment que ce sont des métiers pérennes. Et le troisième sujet de cette data stratégie, c'est les IT enablers, donc tout ce qui va permettre, sur le plan technologique, d'aller vers une architecture unifiée des systèmes et des plateformes, mise à disposition de l'ensemble des métiers, avec évidemment un passage vers le cloud. Nous n'étions pas, nous, massivement dans le cloud pour les données, on va y aller. Et puis, parmi également ces enablers, c'est des structures, peut-être qu'on en parlera plus tard, de type data factory ou des endroits où on peut accélérer finalement la démocratisation et la mise à disposition des données et des outils. Donc voilà, 3 grands piliers et vraiment cette stratégie data strategy suivie par le comité exécutif avec tous les trimestres un comité de pilotage. Voilà.
Alors, Madame Goudoucha, l'année dernière, Saint-Gobain était intervenu ici aux Acides pour expliquer comment la data a été utilisée. Alors, à l'époque, c'était par la voix de Pierre-André Chalandard, excusez-moi, qui était ici donc et qui nous expliquait plutôt l'utilisation des data par rapport au site de production, mais aussi par rapport à la gestion des carrières. Aujourd'hui, ce programme donc de data analytics a été étendu, notamment à tout le pôle marketing pour lequel vous travaillez. Alors, on imagine que c'est pour détecter de nouveaux clients peut-être, ou encore pour des questions de pricing ou de cross ou upsale. Expliquez-nous précisément comment vous utilisez la data aujourd'hui et comment peut-être on peut les étendre à tous les métiers. Tout à fait. Donc, il y a 2 ans, on a lancé un grand programme appelé DNA Academy. Et comme vous l'avez dit, on a commencé dans les usines. Donc, avec d'abord une formation pour la prise de conscience sur le sujet, où à peu près 1600 personnes ont été formées pour déjà détecter pour quel projet on peut utiliser les données, comment mener ce genre de projet, pourquoi c'est important les données, etc. Donc vraiment prise de conscience d'abord. La deuxième étape, c'était une formation plutôt technique, vraiment d'expliquer aux gens comment exactement faire, comment mener le projet, comment analyser les données, comment préparer et nettoyer les données. Et après, on est passé à des projets très spécifiques dans les usines. Donc ça, c'était la DNA Academy côté usine. Et là, maintenant, on va passer au marketing. Et au marketing, on a une situation bien spécifique. Déjà, on a beaucoup de données. Donc, tout au long du parcours client, du cycle de vie d'un client, on collecte et on génère beaucoup de données. Donc, j'ai envie de dire, les données, c'est la connaissance client. Donc, ça, c'est la première situation bien spécifique côté marketing. Et la deuxième situation, c'est on tombe toujours sur des mêmes cas d'usage côté marketing. On parle toujours du pricing, de la segmentation client, on parle du upsell, du cross-sell, comme vous l'avez dit. Et donc l'idée maintenant, après 2 ans, c'est vraiment la mise à l'échelle, le grand sujet stratégique du moment. Et donc pour cela, on a défini un pilote, un cas d'usage pilote, qui est le churn, donc détecter les clients qui vont potentiellement partir, basé sur des données, combien de fois ils font leur achat normalement, est-ce qu'ils ont été visités par un commercial récemment, etc. Et l'idée est de mettre cet algorithme sur étagère pour dupliquer ce cas d'usage dans le plus de pays et business possible. Donc là maintenant, après une phase avec beaucoup de POC, on essaye vraiment de mettre ça à l'échelle et d'avoir une approche beaucoup plus stratégique et focalisée sur ce sujet. Et donc le sujet des données, c'est bien aussi, ça fait partie de notre plan stratégique, Grow and Impact, qu'on a lancé l'année dernière. Et on a aussi au niveau global de l'IT créé un pôle data qui est au niveau central, vraiment avec des spécialistes pour notamment réfléchir sur la gouvernance des données, ce qui est un grand sujet. Donc on est dans un passage à l'échelle, une centralisation également des données. Yves Le Gélard, depuis l'année dernière, vous semblez être conforté dans cette idée de l'unification des plateformes notamment, et puis vous semblez aussi développer de plus en plus, ou en tout cas développer des systèmes en temps réel. Oui, alors, je dirais que si on se compare à la situation dans laquelle on était l'année dernière, on est conforté dans le fait que le full cloud est une réponse efficace à l'appétit que nous constatons tous, hein, Jean-Christophe l'a dit, chez nos grands métiers. Autant sur un certain nombre de sujets logiciels, il y a 10 ans, c'était nous qui poussions la carriole. Aujourd'hui, ce sont nos métiers qui appellent l'utilisation de la data. Et le fait d'avoir une plateforme cloud unique, bien standard, de Shanghai à Santiago, c'est un pari que nous avions fait et c'est un pari qui a été conforté dans les 12 derniers mois. Deuxième élément, et qui lui était quelque chose que nous avions moins attendu, c'est l'exigence du temps réel. Notre métier, le métier de l'énergie, plus seulement pour les plateformes de trading, mais maintenant absolument tous azimuts, est un métier temps réel. Bon. La part du renouvelable dans la production électrique croît largement. Le renouvelable, c'est l'intermittence, et l'intermittence, c'est le besoin d'une analyse en temps réel. Et l'IoT aussi.
Et donc, des capteurs absolument partout, 8 milliards d'êtres humains, 25 milliards de machines connectées sur Internet. L'IoT, c'est le défi et c'est la possibilité du temps réel. Parce que c'est à la fois quelque chose qu'il faut techniquement maîtriser, et ça c'est un défi pour nous autres, mais c'est aussi quelque chose qui offre des possibilités considérables. Voilà. Donc, une plateforme unique et l'émergence du temps réel. Absolument dans tous les métiers, accompagné avec une certaine impatience par le conseil et ma nouvelle directrice générale. Donc ça nous donne la possibilité d'avoir des activités passionnantes et sur ces sujets-là, finalement, assez peu de défis de recrutement. Alors, on y viendra dans un instant, justement, le recrutement. Mais avant cela, Médéric Chomel, donc vous, chez Orange, on constate la même chose, ce passage à l'échelle, mais aussi beaucoup plus de cas en production et beaucoup plus rapidement. Oui, tout à fait. Pour un chiffre important à retenir pour nous, c'est en 2 ans, on a multiplié par 2 le nombre de cas d'usage mis en production, à ressources constantes. C'est passé par 3 choses. La première, c'est vraiment le passage à l'échelle dans tous les métiers de l'identification de cas d'usage. En fait, on parlait tous un peu de IA by design ou IA driven, data driven. Ben c'est ça, c'est maintenant tous les métiers, quand ils ont une problématique, pensent assez nativement à des solutions de type data ou IA. Et ça, c'est une première réussite et ce n'était pas le cas il y a encore 1 an ou 2. Donc tous les efforts d'acculturation que nous avons fait collectivement ont payé. Ça a été aussi des nouveaux rôles. Alors on aime bien les acronymes chez Orange. On a fait des DIAM, des Data IA Managers, qui maintenant sont dans tous les métiers et gèrent des portefeuilles de cas d'usage. Voilà. Et encore une fois, on gère aujourd'hui environ 200 cas d'usage en portefeuille. Donc c'est vraiment colossal. On est à peu près sur le même chiffre, ce qui est intéressant. La deuxième chose qu'on a dû faire, c'est prioriser par la valeur. On n'y reviendra pas, mais c'est vrai que l'utilisation de l'agile et de l'agile à l'échelle nous a permis de faire ça. Ça a créé les lieux de priorisation par la valeur, d'avoir aussi une monnaie commune. Quand on fait des cas d'usage data IA, on a souvent des monnaies très différentes. Quand on fait des économies, des cas d'usage marketing, on ne parle pas toujours de la même valeur. Et ça, se mettre d'accord sur la gestion de la valeur, c'est extrêmement important. Et puis, une fois qu'on a priorisé, il faut délivrer. Alors, je l'ai dit, on a délivré avec le même nombre de ressources. L'utilisation du cloud est bien évidemment au cœur de tout ça. Puisqu'on passe maintenant de temps de production de 24 à 18 mois à temps de production de 6 à 12 mois sur des cas d'usage de complexité moyenne. Prendre un exemple simple, on développe des algorithmes de reconnaissance visuelle pour aider nos techniciens sur le terrain à clôturer des interventions. Les algorithmes ont été faits en 5 mois, du début de la constitution du stock de photos jusqu'à l'API consommable par les techniciens pour aller faire la reconnaissance visuelle. Donc ça, c'est extrêmement important, le cloud nous a permis ça. Alors, on vient d'évoquer aussi cet autre défi qui est évidemment la bataille des talents. Jean-Christophe Lalanne, vous l'avez aussi identifié dans notre conversation. Le problème majeur, c'est cette bataille des talents. Comment on fait justement pour les attirer, mais aussi pour les retenir? Quelle est votre stratégie chez Air France KLM? Je pense qu'on a tous le même défi. Moi, je retiendrai 5 idées rapidement. Le premier, c'est la valeur, ça a été dit. La valeur et le sens. Au fond, parler data, je pense qu'on adresse vraiment la question de pourquoi on fait les choses. C'est visible, c'est palpable. On voit tout de suite la valeur qu'on génère ou le sens qu'on donne à cette activité. Deuxième point, c'est la proximité métier. Souvent, nos métiers du digital, de l'IT, il y avait une distance. Je pense que grâce aux data, on travaille la main dans la main. Et ça, c'est motivant. Parce que même les grands spécialistes techniques ont le sentiment d'être dans le métier, dans l'aérien, dans le cockpit. Troisième point, c'est un lieu. Alors nous, on a ce concept, cette idée de data factory, un lieu où on se retrouve, où on apporte du service aux utilisateurs. On peut faire des tech data vis café, de la data visualization. Et on dit, venez, on va vous expliquer comment rapidement vous pouvez devenir autonome. Donc le lieu. Quatrième point, les métiers. Je pense que c'est assez important de dire... Les métiers sont reconnus. Un data officer, c'est un métier. Voilà, c'est un métier nouveau, important, avec une trajectoire, avec un savoir-faire. Et dernier point, quand même, et je pense que tout à l'heure Yves le disait, les outils. Il faut qu'on soit attractif sur la capacité des outils qu'on donne à nos équipes et leur donner la puissance des outils, la puissance des équipes. Et nous, par exemple, on va regrouper les équipes de recherche opérationnelle, qui a une longue tradition, j'en avais parlé l'année dernière ici, aux assises, mais aussi le traditionnel business intelligence, le data warehouse, tous ces gens qui tournent autour de la data, les mettre ensemble, ça va faire une grosse force de frappe, un lieu, des métiers, des technos, de la valeur. Voilà, c'est ça qu'on peut offrir,
Le reste, malheureusement, les salaires, on ne sera jamais aussi compétitif que les US, les ou je ne sais GAFAM. quoi. Voilà, c'est comme ça. Très bien. Alors, je voudrais parler d'un cas concret avec vous, Madame Guducha. Un cas concret, donc comment vous utilisez la data au quotidien, notamment un peu un système d'alerte qui vous permet de savoir quelle est la personne dans votre équipe qui est la plus à même de partir. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Exactement. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est déjà utilisé au quotidien. Donc c'est plutôt moi comme manager. Donc régulièrement, les collègues des RH me présentent une liste avec des talents de mon équipe qui sont à risque de partir. Et ça, c'est basé sur déjà les parcours et les données des gens qui sont partis dans le passé, mais aussi sur des analyses de leur parcours, de leur augmentation de salaire dans le passé, combien de temps ils sont déjà dans leur poste actuel, etc. Donc ça me sort une liste. Et bien évidemment, ça c'est une aide à la décision. Chaque décision va rester 100% humaine, bien évidemment, mais ça nous amène à une bonne discussion sur ce genre de cas. Et on fait pareil avec l'identification des talents aussi, de voir qui a eu un parcours intéressant et on n'a peut-être pas vraiment encore détecté comme un talent au sein de l'entreprise. Donc vraiment un usage au quotidien de la data côté RH. Et on travaille là maintenant sur le sujet du Gender Diversity Gap pour expliquer les écarts grâce aux données. Alors, la plupart des entreprises ont décidé plutôt de miser sur une montée en compétences des collaborateurs. Chez Orange, Monsieur Chomel, vous, donc il y a cette montée en compétences clairement, mais vous avez insisté sur la nécessité de leur offrir surtout des projets intéressants. Vous êtes tous dans une situation assez complexe puisque avec le passage justement au cloud, eh bien tout le monde cherche exactement le même profil. Oui, je pense que sur les 2 dernières années, le nombre d'entreprises ayant signé un contrat ou un autre avec les grands providers de cloud public est assez phénoménal. Et aujourd'hui, on se bat tous pour les mêmes compétences. Et c'est même plus un problème d'argent au sein d'un niveau, c'est le marché, le phishing pool global en France n'est plus suffisant. Et chez Orange, on a plutôt traditionnellement la culture de former nos équipes. Donc effectivement, on a fait un plan de formation massif qui se base sur des solutions en ligne, des solutions présentielles et des bacs à sable de formation pour développer ces compétences. Donc c'est sur 600 experts. Nous, ils ont tous été formés en 2021 sur l'environnement Google Cloud avec pas mal de certifications à la clé et donc voilà, la capacité à faire. Maintenant, c'est la capacité à retenir. Et quand je vois le nombre de gens d'Orange qui sont partis dans les différentes entreprises qui sont souvent dans cet exploratoire, on voit qu'on forme bien. Donc maintenant, c'est comment les garder. Voilà. Le salaire n'est pas la solution. Enfin, il faut y travailler, bien évidemment, mais ce n'est pas la seule solution. Et donner du sens et de l'intérêt au métier, c'est le principal. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on garde nos data scientists, data ingénieurs, parce qu'on a des projets innovants, la reconnaissance visuelle, du forecast, un peu de deep learning, donc des choses qui quand même donnent du sens, et c'est ça qui les fait rester. Yves Le Gélard, si vous voulez peut-être répondre brièvement par rapport au talent, mais sinon j'aimerais bien aussi utiliser le temps qui nous reste pour évoquer justement le fait que vous avez beaucoup misé sur ce qu'on appelle l'IA de rupture, ou comment essayer de résoudre des problèmes qui pourraient paraître impossibles à résoudre. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, que je voudrais rajouter, c'est qu'un bon chef ne nuit pas. Et leur donner un bon chef, ça les fait rester aussi. Bien. Et ça, c'est pas de la data ou de l'intelligence artificielle. Alors, c'est de l'humain. En ce qui concerne l'IA de rupture, oui, sous l'impulsion de Catherine McGregor, nous nous intéressons à la façon dont toutes ces technologies peuvent nous permettre de répondre à les questions les plus complexes de nos métiers. Mes collègues du comité exécutif en charge des grands métiers ont cet appétit pour la data. Je pense qu'il faut aller plus loin et avec l'aide de l'équipe de recherche, nous souhaitons à chacun d'entre eux leur poser la question de savoir quel est le sujet le plus compliqué, la question à laquelle ils ont besoin de répondre dans les 10 ans qui viennent et dont ils pensent que cette question aujourd'hui est sans réponse. Qui se pose peut-être même pas du coup. Mais si, il faut qu'elle se pose. Ouais. Et donc aujourd'hui, alors que dans nos entreprises, le machine learning est quelque chose qui, niveau 1 de l'intelligence artificielle, est quelque chose qui est devenu très classique,
nous souhaitons explorer les nouveaux champs qui, basés sur de la data, devront pouvoir répondre à ces choses-là. Pas avec une exigence au trimestre, et probablement avec, sur les 4 ou 5 sujets que nous explorons, une situation où nous répondrons à 1 ou 2 questions. Mais en allant chercher le edge computing, en allant chercher ces technologies qui sont aujourd'hui balbutiantes et sur lesquelles on a en France de remarquables spécialistes, on souhaite aller chercher cette intelligence artificielle de rupture et au service de nos métiers pour les questions les plus compliquées qui se posent. Et il y en a déjà 2 ou 3 qui se sont fait jour. Eh bien, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour savoir justement quels sont ces problèmes que vous avez pu résoudre grâce à l'IA de rupture. Monsieur Chomel, vous aussi, vous avez identifié une tendance liée à l'IA éthique cette fois-ci, et c'est vos jeunes dans vos équipes qui vous font remonter des messages et des sujets qui sont non seulement intéressants, mais très pertinents. Oui, je pense que dans le donner du sens pour nos équipes, l'IA éthique, le numérique de confiance est au cœur des générations nouvelles et de leurs attentes. Je pense que ça vient pas d'en haut. C'est pas du tout des chartes ou des régulations qui font ça. Je pense que les plus jeunes générations ont besoin de sens et ont besoin de sentir qu'ils font quelque chose qui ne soit pas orthogonal à leurs convictions. Et donc nous, ce sont nos équipes qui sont emparées du sujet de l'IA responsable bien plus que nous. Donc typiquement, des choix d'algorithmes qui consomment moins d'énergie, sans qu'on ne demande rien. Donc on a gagné 30% par exemple sur nos algos qui consomment le plus. Et ils l'ont fait tout seuls. Aller choisir des populations à protéger et vérifier que les biais sont acceptés ou sont remédiés. Choisir des modèles explicables pour que derrière, quand ils vont en parler, quand ils communiquent sur les résultats d'algorithmes, ils puissent expliquer comment ça a été fait. Et donc ça vient du terrain. À nous de l'accompagner et de le passer à l'échelle. C'est peut-être ça le problème maintenant. Mais en tout cas, il y a une vraie envie des équipes de faire ça. Écoutez, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Je voulais vous remercier infiniment tous d'être passés sur notre plateau. Je pense que ce travail justement de rétrospective et de voir comment les choses ont évolué sur la dernière année, c'est extrêmement important. Donc merci beaucoup à vous tous.